Donc, nos intervenants, ce qui les rassemble, c'est d'être des membres du Centre en philanthropie de l'Université de Genève. Je présente d'abord Henry Peter, qui est le professeur ordinaire à la faculté de droit de l'Université de Genève et directeur de ce centre en philanthropie. Je crois qu'on peut saluer le développement de cette initiative qui, avec la création d'autres centres spécialisés dans l'étude de la philanthropie en Europe, témoigne du dynamisme et vraiment de l'ancrage de cette question dans la sphère académique. Vous avez été directeur du département de droit commercial dans cette université et vous animez depuis 25 ans des séries de publications dans différents domaines, mais en particulier sur cette question de la philanthropie que vous portez à travers des séries de textes et puis aujourd'hui cet ouvrage collectif et le rayonnement que vous donnez à la chaire. Avec vous, guiderait Lideke Hubert, qui est maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Genève et qui vous a accompagné dans la préparation de ce colloque et de cet ouvrage, qui est vraiment la personne qui a été, j'allais dire, le point névralgique des relations entre cette communauté de recherche qui s'est rassemblée sur les relations entre philanthropie et fiscalité. Et puis nous aurons aussi le plaisir d'entendre Laetitia Gill, qui est la directrice exécutive du centre en philanthropie de l'Université de Genève. Donc, sans attendre et en se gardant pour une autre occasion la discussion avec l'OCDE et avec ses représentants pour évoquer les débouchés d'action publique de vos travaux ou des recherches que vous avez coordonnées. Henry, je vous donne la parole, ainsi qu'à Guidre, pour évoquer ce projet dont, en quelque sorte, vous nous accordez la primeur, puisque l'ouvrage collectif qui doit en être issu a vocation à être publié dans les toutes prochaines semaines. Merci Olivier. Je vais demander à Laetitia Gill de nous dire deux mots à propos brièvement de notre centre, parce que ça vous permettra de mieux situer notre façon d'aborder les sujets et ce sujet en particulier. Laetitia. Merci Henri. Nous allons commencer, je ne sais pas si vous voyez les slides. Je vais commencer par vous présenter brièvement le centre en philanthropie, qui est un centre et non pas une chaire, donc qui accueille des chaires, nous le verrons tout à l'heure. Pour vous dire que le centre a été créé il y a maintenant 4 ans à l'initiative du rectorat et donc qui est au niveau du rectorat, qui n'est pas dans une faculté, puisque l'ADN, la raison d'être du centre est d'être interdisciplinaire, transdisciplinaire. Donc, il ne s'agissait pas, lors de la création du centre, de recopier ce qui était fait, mais d'être innovant. Et on peut dire aujourd'hui, 4 ans après, que les retours que l'on a, c'est que nous sommes uniques en Europe par cette approche vraiment où on fait travailler les facultés ensemble, on incite cette collaboration transfacultaire. Vous dire aussi que c'est un partenariat stratégique entre l'université et d'importantes fondations, dont la Fondation de France. Donc, nous sommes basés à Genève, mais nous avons un rayonnement national et international. Le fait que nos chercheurs puissent publier en anglais est aussi un point fort pour le rayonnement de nos travaux de recherche. Et pour la mise en œuvre du centre se fait à travers 3 axes principaux, qui sont les enseignements, les recherches et les publications, la recherche et les publications et les événements. Je vais en dire 2 mots. Et puis, nous avons aussi l'honneur d'avoir depuis peu dans notre comité scientifique Nicolas Duvoux qui nous a rejoints voilà, au niveau de la relève aussi. Juste vous informer, alors par rapport au centre, je vous disais que voilà, si on devait illustrer nos travaux en quelques images, nous avons beaucoup travaillé sur le pourquoi et non le comment. Le comment, il s'agit plus au niveau de la pratique. Donc, on a un dialogue avec les praticiens, mais nous, au niveau de l'université, on a à cœur d'avoir cette vue d'hélicoptère, cette prise de recul. Quelques exemples de nos travaux. Par exemple, on a eu un événement sur le rôle des émotions positives dans la motivation philanthropique, ou encore sur l'éthique ou la protection des données. Donc, des enjeux, des sujets clés, mais toujours avec ce regard académique. Ou encore cette frontière de plus en plus tenue entre le monde des entreprises et non lucratif, avec cette « How to combine purpose and profit ». Une illustration, donc, quand je vous disais transdisciplinaire, pluridisciplinaire, ce sont donc nous travaillons bien sûr avec les facultés de psychologie, de neurosciences,
d'économie, de philosophie et puis de droit, mais de façon plus classique. Quand on regarde au niveau des neurosciences, il faut savoir qu'à l'Université de Genève, on a un centre qui s'appelle le CISA en sciences affectives avec plus de 70 chercheurs. Et là, je vous prends un exemple qui est en fait le lien entre la recherche et les émotions et le climat, où le professeur Tobias Broch, avec lequel nous travaillons, explique en fait l'importance de provoquer des émotions positives pour inciter les gens à mieux se comporter en faveur du climat. Et cette expérience positive, finalement, cette émotion positive a été à l'origine présentée ou créée par le professeur Andréoni dans les années 90 sous le concept de warm glow. Donc on voit bien ce lien entre l'imagerie cérébrale, la recherche et l'impact que ça peut avoir sur des sujets aussi cruciaux qu'en ce moment le climat. Voilà, simplement, avant de passer la parole à un de nos projets, je voudrais vous rappeler nos 5 sujets prioritaires de recherche. Pourquoi donne-t-on? Là aussi, on le voit d'un point de vue fiscal, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue économique. Le deuxième sujet est de la diversité dans la gouvernance du secteur non-profit que je coordonne. Le troisième sujet est celui de l'entrepreneuriat social et des identités hybrides. Nous organisons une conférence internationale avec le World Economic Forum et la Fondation Schwab le 8 et 9 juin sur ce sujet. Enfin, un sujet avec en pleine émergence ou vraiment d'actualité, avec des enjeux considérables pour le secteur de la philanthropie, c'est l'intelligence artificielle. Et enfin, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, la fiscalité et la philanthropie, qui est un projet de recherche financé pendant 4 ans par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, l'équivalent du CNRS pour vous en France. Donc, je passe sans plus attendre la parole à Henri, qui va vous présenter donc ce 5e sujet, qui est la fiscalité et la philanthropie. Merci Laetitia. Lorsque le centre a été créé, vous l'avez entendu en 2017, il était clair pour nous que nous devions utiliser nos forces limitées pour les consacrer à des sujets prioritaires, clairement identifiés. L'un de ceux-ci était la question de la relation entre la fiscalité, l'impact possible de la fiscalité en relation avec les initiatives philanthropiques, quelles qu'elles soient. Pourquoi ce sujet? Pour différentes raisons, on va le voir, mais notamment parce qu'il pose des questions fondamentales du rapport entre l'État et le secteur privé. On sait bien, des questions de portée internationale et interculturelle, parce que le problème se pose de la même manière, il est résolu et perçu de façon différente dans les différents pays du monde, dans tous les pays du monde. On y reviendra aussi. Et parce que, curieusement, bien que ce soit un sujet en fait très connu, il est très peu étudié. Et il nous a semblé par conséquent qu'il était particulièrement pertinent de nous consacrer à cette question. Et alors, qu'avons-nous fait avec Guédré, qui est à ma droite, qui est une fiscaliste qui a fait son doctorat dans ce domaine, avec lequel nous avions déjà travaillé à l'occasion de la préparation de son doctorat. Nous avons imaginé une recherche qui était basée à l'origine sur des données disponibles en Suisse. Vous savez que la Suisse est un pays fédéral avec une législation fédérale et une législation cantonale, différente par canton, et donc ça nous fournissait, je dirais, une espèce de panorama culturel, parce que la Suisse, vous savez, est autant germanique qu'italophone et francophone. Donc, on avait sur une petite surface des données intéressantes, différentes, avec des expériences, des systèmes juridiques différents en la matière, qui nous paraissaient dignes d'être étudiés. Et nous avons soumis ça, et comme vous l'avez entendu, obtenu de notre Fonds national un budget qui nous permettait de nous lancer dans l'aventure en pensant à cette approche nationale. On s'est rendu compte rapidement que d'abord, il était très difficile d'avoir accès aux données parce que les autorités fiscales sont très frileuses, elles sont très inquiètes d'éventuelles fuites, on peut le comprendre, et peu enclines à mettre ces données à disposition. Et souvent, elles n'ont pas ces données, en tout cas des données élaborées d'une façon utilisable pour nous. Et face à ce double obstacle, face en plus à la réflexion à un constat qui était le fait que, en définitive, nous allions, le cas échéant, proposer quelque chose de peut-être intellectuellement intéressant, mais enfin quand même relativement local. Nous nous sommes dit qu'il serait intéressant
d'élargir le champ de cette étude et pourquoi pas essayer d'avoir accès à une étude, une vision, une ambition plus internationale. Et c'est là que, grâce à l'ambassadeur suisse de l'époque auprès de l'OCDE à Paris, nous avons pu entrer en contact avec Pascal Saint-Amand, que nous regrettons ce soir. Nous sommes allés voir, et Pascal Saint-Amand a immédiatement perçu l'intérêt de cette étude dans sa perspective de responsable de la fiscalité sur le plan mondial, a perçu le caractère innovant de cette recherche et s'est déclaré intéressé à collaborer, et ce qui signifiait pour nous et pour lui, en paroles très pauvres, le fait d'attaquer la perspective nationale sur le plan disons, le sien, c'est-à-dire mondial, et pas seulement local, ce qui aurait été notre cas, je l'ai dit. Et il nous a donc tout de suite ouvert ses portes et ses équipes. Avec Guédry, nous avons conçu un projet de recherche qui ensuite a été traduit par les équipes de Pascal en un questionnaire qui a été adressé à tous les pays qui sont soit membres de l'OCDE, soit qui participent, qui sont des adhérents à leurs travaux sans en être formellement membres. L'ensemble de l'exercice a duré presque 2 ans. Ces questionnaires, à l'élaboration desquels nous avons travaillé, ont été transmis. Il y a eu des retours, il y a eu des séances de discussion. Guédry a participé à certaines d'entre elles avec les équipes de Pascal, et ça a donné lieu à un rapport qui a été présenté en novembre de l'année dernière par Pascal Saint-Amand à Genève. Le rapport est disponible en ligne, environ 150 pages, je pense très intéressant, et qui contient un nombre très, très considérable de données. 40 pays ont participé à cette recherche. Selon ce que nous avons compris des équipes de Pascal, c'est un exploit, parce que ce n'est pas a priori un de ces sujets aussi prioritaires que la question de la taxation des entreprises, etc., dont on parle beaucoup. C'est un sujet un peu plus de niche, mais il a manifestement intéressé autant ces pays que Pascal Saint-Amand et ses équipes. Pour vous donner une idée, ce n'est pas seulement des pays d'importance secondaire, les États-Unis, l'Angleterre, Singapour, je parcours ma liste, la Nouvelle-Zélande, Israël, l'Indonésie, l'Inde, l'Allemagne, la France bien sûr, le Canada, l'Argentine, l'Australie, etc. Donc, vous voyez, une panoplie de pays qui représentent les cultures les plus diverses ont participé, ont répondu, et ça donne d'autant plus de poids à ce rapport, encore une fois en lui. Il y a par ailleurs un document de synthèse, une note de synthèse qui est ici, je vous la montre, également disponible en ligne, intitulée « La fiscalité et la philanthropie », note de synthèse qui résume l'essentiel de ce qui a été trouvé à l'occasion de cette recherche, et qui résume aussi les recommandations, ou en tout cas les options qui s'ouvrent aux différents pays à propos des différents sujets dont nous allons vous parler tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'OCDE n'est pas là pour, vous le savez, imposer quoi que ce soit. Elle analyse, elle synthétise objectivement, elle propose des options, et ensuite à chaque pays, en fonction de ses choix, de décider dans quelle direction il souhaite aller. Alors, comment est-ce que ce travail était structuré? Nous avons pensé qu'il convenait de soulever 4 questions. La première, on s'en est rendu compte rapidement, c'est que lorsqu'on parle d'incitation fiscale, on se heurte assez fatalement à des partis, pour ou contre, et ça braque les positions, ça rend difficile toute discussion sur les autres sujets qui vont suivre maintenant. Il fallait donc de front se poser cette question de savoir si il était justifié ou pas d'entrer en matière sur le fait que l'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit, renonce à une partie de ses revenus en faveur du secteur privé qui, du coup, décide lui-même comment les allouer, comment les gérer, pour poursuivre un but qui, en principe, relève du monopole de l'État. Nous sommes en France, on le sait bien, c'est le dogme. Le dogme en vertu duquel c'est à l'État qu'appartient la poursuite et la réalisation de l'intérêt public. Voilà. Et alors, dès lors que l'État renonce à une partie de ses rentrées fiscales et qu'il le délègue au secteur privé, évidemment, ce dogme est mis à mal. Alors, il y a des pays où ça ne pose aucun problème. On sait, aux États-Unis, par exemple, en France, c'est l'opposé. Donc, il faut se poser cette question, est-ce que ça se justifie ou pas? Et ça, c'est la première question
dont nous allons vous parler tout à l'heure. La deuxième, c'est à partir de là, quels sont les systèmes fiscaux, quelle est leur efficacité, hein. Une fois qu'on a tranché la question préjudicielle, on peut se dire, bon, ok, alors comment faire pour faire le plus de bien dans l'intérêt général. La troisième question, qui est toujours plus importante, c'est celle de la philanthropie dite transfrontalière. L'État français renonce en faveur d'opérations qui se passent en Afrique, mais peut-être même en Suisse ou peut-être aux États-Unis. C'est une question qui soulève des problèmes particuliers. Et la quatrième, qui est toujours plus actuelle, c'est ce que disait Laetitia tout à l'heure, c'est celle de l'entrepreneuriat social, des entreprises hybrides, un peu for profit, un peu non-for-profit. C'est lié aussi à la responsabilité sociale des entreprises, n'est-ce pas? Enfin, tout ce qu'on sait aujourd'hui, les critères ESG, etc., tout ça fait partie d'une espèce de réflexion qui conduit à revisiter hein, dans le fond, le rôle des entreprises dans la société avec un S majuscule. Est-ce qu'il faut, là aussi, considérer que des incitations fiscales se justifient? Voilà. Alors, ce sont nos 4 questions. Le rapport de l'OCDE présenté l'année dernière à l'occasion d'une conférence internationale à Genève, vous l'avez entendu, a été entouré d'une série de recherches qui ont été confiées à des professeurs du monde entier qui ont présenté leurs articles. Ces articles et cette recherche font partie d'un livre qui va sortir en principe avant la fin de l'année. Nous sommes à bout de champ, c'est terminé, c'est toutefois, c'est à l'impression, qui réunira 30 articles préparés par environ, vous l'avez ici, là je reviens en arrière, désolé, ça devrait être, voilà, le prochain slide, c'est ça, 30 contributions, 46 auteurs, provenant de 9 pays, 8 disciplines. On a des sociologues, on a des économistes, on a des statisticiens, on a des psychologues, on a des philosophes, dont chacun contribue à cette recherche. Et cet ouvrage, dont vous avez la page de garde devant vous, sera en accès libre sur Internet d'ici peu. Nous avons souhaité que ce soit comme ça pour que tous les étudiants, toute la communauté académique puissent y avoir librement accès. Alors, ce que nous allons faire maintenant avec Guy Edré, c'est la chose suivante. Nous allons reprendre les 4 questions dont nous venons de vous parler. Je prendrai la première, elle prendra les 2 suivantes, je prendrai la dernière. Et puis ensuite, Guy Edré va vous présenter une recherche qui est en cours, qui permet de focaliser de façon encore plus concrète sur une partie des questions que nous évoquons ici, puisque nous avons eu accès, grâce à l'autorité fiscale genevoise, qui nous a fait confiance aux données fiscales concernant 250 000 contribuables sur 10 ans. Et c'est extrêmement intéressant de pouvoir les étudier. Je crois pouvoir dire, mais Guy Edré dira mieux que moi, que c'est la première étude qui se base vraiment sur des données, un nombre très significatif de données, de grande qualité, et qui permet d'en tirer des conclusions. Alors, elle fera ça. Je vais commencer par le premier sujet que j'ai mentionné, c'est-à-dire celui de la justification des incitations fiscales. Alors, en partie, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas me répéter. Le problème est le suivant. Il y a des arguments pour les incitations fiscales, c'est-à-dire pour une renonciation de l'État à une partie de ses revenus en faveur du secteur privé. Il y a des arguments contre. Alors, on peut en parler tout à l'heure à l'occasion de la discussion. Il y a les deux. Ce qui est sûr, c'est que sur les 40 pays étudiés, à peu près tous, une très grande majorité offre des incitations fiscales. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart ne se sont pas posé cette question fondamentale. Donc, il mérite d'être posée. Le terrain est encore relativement peu exploré et que pour trancher, il faut des recherches, évidemment, qui concernent les valeurs, mais il faut aussi des recherches empiriques, quantitatives, pour savoir si cette renonciation de l'État est compensée par un résultat quantitativement plus important, parce que pour le faire, il faut pouvoir avoir cette démonstration, qu'il n'y a précisément, on l'a dit, pas beaucoup de recherches de champ. Et il y a aussi, et ça dans les articles qui figurent dans ce livre, il y a aussi une dimension qui n'est pas seulement ou pas directement quantitative, mais aussi qualitative. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à capter. C'est des questions peut-être de valeur, des
des choix comme celui de la France, hein, qui jusqu'ici disait en principe, non, le secteur public et l'intérêt public, c'est moi. Mais il y a aussi des questions qualitatives qui concernent les comportements, et je disais quantitativement direct ou indirect, parce que parfois, il est difficile de mesurer indirectement l'impact quantitatif de certaines possibilités et on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a parlé de warm glow, hein, c'est ce que montrait ce slide de Laetitia, on peut le photographier, vous avez vu ce cerveau, dont on peut photographier le fonctionnement, mais c'est difficile, n'est-ce pas? Donc c'est difficile de comprendre comment une incitation fiscale va provoquer des comportements qui sont plus altruistes que ce qui n'aurait été si l'État n'avait pas offert ces incitations. Avec Guédré, nous avons participé à un des articles en collaboration avec un professeur qui est un spécialiste d'économie comportementale, donc behavioral economics, qui utilise ces techniques et qui montre que selon le type d'incitation qu'on met en place, on obtient des résultats, des comportements différents, alors même qu'économiquement, a priori, le résultat devrait être le même. Eh bien, ce n'est pas le cas. Voilà. Alors ça, c'est la première partie. Simplement, et je conclurai là-dessus, je ne vais pas parcourir les articles qui ont été préparés autour de ce premier thème, mais le finding de l'OCDE à ce propos est de dire que voilà, il y a des arguments pour et des arguments contre ces incitations. D'une manière générale, on peut quand même considérer qu'il y a de bonnes raisons pour les permettre, mais attention, parce qu'il y a des cas dans lesquels, si c'est mal formaté, on va permettre des abus. Il y a des cas où il n'y a pas assez de transparence. Il y a des cas où, et on voit très bien aux États-Unis, les très grosses fondations créées par des personnes disposant de très gros moyens peuvent influencer les politiques de l'État, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs. Donc là, on arrive à des cas, disons, paradoxaux, ou en tout cas problématiques, qui, évidemment, ne peuvent être aveuglément admis. Et vous savez qu'il y a des auteurs tels Bob Reich qui ont écrit là-dessus pour critiquer ces systèmes. Voilà, ça c'est la première partie, et qui aiderait vous parler maintenant de la deuxième et de la troisième. Merci beaucoup, donc, Henri, pour cette introduction, et merci beaucoup aussi aux organisateurs. Ça nous fait vraiment plaisir de présenter ça parce que ça fait presque 3 ans qu'on travaille sur ces projets, donc il y a déjà des résultats très concrets, donc on est très contents. Donc, la deuxième partie de ce handbook, si vous voulez essayer de répondre à cette question, quelle incitation fiscale il faudrait avoir et est-ce qu'elles sont efficaces? Alors, je ne vous cache pas que cette partie est très économique. Comme nous allons voir dans le prochain slide, le professeur et l'académicien qui participent, qui ont soumis la contribution pour cette partie sont majoritairement des économistes. Mais la question est vraiment passionnante. En fait, donc, pour les gens qui travaillent dans le domaine de la philanthropie, vous savez très bien que les incitations fiscales en faveur de la philanthropie peuvent prendre de nombreuses formes. On peut avoir des déductions fiscales, on peut avoir des crédits d'impôt, des taux réduits. Certains pays ont, par exemple, des incitations fiscales comme tout simplement le décollage des paiements d'impôts qui donne le bénéfice de la liquidité aux contribuables. Bref, les variantes sont très différentes, les possibilités sont très différentes et souvent aussi les pays combinent toutes les sortes d'incitations fiscales dans leur système juridique. Maintenant, il s'agit d'un choix qui dépend de multiples facteurs et parfois on n'est pas, comme Henri déjà mentionné, on n'est pas vraiment sûr pourquoi un pays a adopté une telle incitation fiscale. Ça pourrait être une tradition juridique, on pourrait avoir aussi des motivations politiques, historiques, etc. Mais des fois, ce choix n'est pas nécessairement basé sur une analyse approfondie de l'efficacité. Et du coup, il y a pas mal de scientifiques, surtout des économistes, mais aussi d'autres scientifiques,
qui se pose la question à savoir si les incitations fiscales, donc qui visent la donation philanthropique, sont-elles efficaces? Est-ce qu'on ne devrait pas changer quelque chose dans notre système ou revoir ou éliminer? Et donc, il y a toutes les sortes de questions qui se posent. Et les opinions sont très partagées. Donc, comme vous avez déjà compris, cette deuxième partie du handbook est consacrée vraiment aux questions des types des incitations fiscales et les études de l'efficacité, en gros. Là, de nouveau, on a beaucoup de contributions. En fait, ce chapitre était très, très populaire. Je vous mets juste les titres des contributions ici, mais sachez que les sujets abordés vont des considérations théoriques sur la conception des incitations fiscales jusqu'aux des études carrément expérimentales où, comme Henri a mentionné, nous participons aussi avec Henri dans un article qui est mené par Ursa Bernardic. C'est une recherche expérimentale multidisciplinaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, des sujets différents et vraiment certains articles, comme par exemple celui de professeur Andreoni, cet article est vraiment pour les nuls comme moi dans l'économie est vraiment très intéressant parce que certains concepts de cette économie des incitations fiscales sont très bien expliqués. N'hésitez pas vraiment à les consulter. J'ai oublié, Henri, si tu as mentionné ou pas, mais tout ce ouvrage sera open access. On peut une fois qu'il sera sorti, on peut vraiment le télécharger chapitre par chapitre, tout l'ouvrage. Donc voilà, sur le site du centre. Voilà, en philanthropie. Voilà, ça c'était la deuxième partie. Et nous avons encore une troisième partie qui est consacrée à la philanthropie transfrontalière. De nouveau, si vous travaillez depuis un moment dans la philanthropie, je pense que vous êtes tout à fait au courant que traditionnellement, les subventions fiscales en faveur des activités philanthropiques ne sont pas accordées en dehors des frontières nationales. Et pour ça, les pays, en fait, utilisent plusieurs raisons. Tout d'abord, une des justifications principales est qu'un tel allègement n'a pas d'impact positif sur le budget national. En gros, vous octroyez une incitation fiscale et le bien public, si vous voulez, est créé quelque part ailleurs. Donc, les États n'aiment pas trop ça. Deuxième chose, vraiment très pratique, est que les activités philanthropiques transfrontalières sont évidemment plus difficiles à contrôler. Et donc, par conséquent, elles peuvent être sujettes à une mauvaise affectation des fonds. On pourrait avoir un risque de financement des activités terroristes, l'évasion fiscale, etc., etc. Donc, ça, c'est la situation vraiment dans plusieurs pays. Vous pouvez aussi de nouveau consulter le rapport OCDE qui détaille de manière très précise quels sont les systèmes juridiques, est-ce qu'elles sont plutôt permissives ou non, ou vraiment restrictives sur cette question. De nouveau, la situation est un tout petit peu plus avantageuse au sein de l'Union européenne parce qu'on sait qu'il y a cette jurisprudence de la Cour de la justice qui a un peu amélioré la situation, qui a fait quelques pas pour faciliter. En tout cas, dans la théorie, parce que quand je parle avec les praticiens, c'est pas tout à fait le cas encore dans certains pays. C'est quand même pratiquement assez difficile de faire valoir les incitations fiscales transfrontalières. Et donc, du coup, dans la troisième partie du handbook, plusieurs auteurs se posent la question, est-ce que cette approche est-elle justifiée encore aujourd'hui? Et nous avons donc, du coup, plusieurs sujets, si vous voulez. Professeur Robertson de l'Université de Genève, par exemple, il propose carrément une solution que peut-être on pourrait revoir, le modèle de convention de double imposition et faire quelque chose à ce niveau-là. Il y a des perspectives nationales qui sont présentées par le professeur Zolt et doctoresse Nathalie Silver. Voilà. Donc, le rapport OCDE conclut qu'il faudrait quand même revoir ces restrictions. Est-ce qu'il ne faudrait vraiment pas maintenant un tout petit peu alléger au XXIe siècle
c'est un peu ce reliquat des systèmes très fermés. Et la discussion se concentre sur ces questions. Donc, peut-être maintenant, je laisse à Henri à poursuivre sur le chapitre 4. Oui, tout à fait. Mais avant de le faire, oui, cette question de transnationalité, de cross-border, elle est fondamentale aujourd'hui. On vient de le voir et on le voit encore en présence de la crise Covid parce que les enjeux sont globaux. On parle d'enjeux globaux, sont transfrontaliers, la richesse est plutôt accumulée dans certaines parties du monde et donc la justification d'un transfert transfrontalier, c'est-à-dire non plus limité aux frontières, non plus dans une perspective nationaliste de ces initiatives altruistes, elle trouve tout à fait évidemment sa justification. Mais évidemment, ça se heurte à cet argument de ce qui est budgétairement efficient, ce qu'a rappelé Guédret, et dans la perspective, je dirais, un peu égoïste d'un fisc national dont c'est le rôle. Hein. Il ne peut concéder de faveur que si ce que ça produit est plus important. Et c'est cette thèse de l'efficience budgétaire. Voilà. Mais ce n'est pas compatible avec ces questions de défis globaux et je dirais d'altruisme global. Alors c'est un sujet en soi intéressant et encore non résolu. Le quatrième sujet l'est aussi, c'est la question des incitations fiscales, non plus en faveur des personnes physiques ou morales qui donnent, auxquelles on incite à donner par des dégrèvements fiscaux, quelle que soit la méthode utilisée, non pas seulement des faveurs fiscales, je dis faveurs au sens noble du terme, en faveur des entités comme la Fondation de France, qui sont défiscalisées parce qu'elles ont un rôle d'intérêt public, il faut voir, il y a ces deux aspects, mais cette fois en faveur d'entreprises qui ont une activité commerciale dont on pense, ou on peut se poser la question de savoir s'il ne se justifie pas de les inciter à poursuivre leurs actions parce que leur action est d'utilité publique. C'est ça l'entrepreneuriat social. Alors ensuite, où s'arrête le pourtour, comment est-ce qu'on le définit, c'est un débat qu'on peut faire, et qui est complexe. Enfin, conceptuellement, vous avez compris le débat. Et puis, il y a aussi les entités qui ne sont pas complètement désintéressées, ni complètement intéressées, ces fameuses entités hybrides, for-profit et non-for-profit, qui financent en partie le non-for-profit par du for-profit, et comme je le disais tout à l'heure, on est au centre maintenant de ce débat. On prend en France, alors c'est probablement pas le meilleur exemple, mais enfin Danone, on sait très bien qu'il s'est engagé assez loin quand même, voilà. Alors la question est, est-ce qu'il faut favoriser ou pas fiscalement ces entreprises-là? Il est très difficile de répondre. Là aussi, nous avons toute une série d'articles. C'est intéressant parce que la perspective, disons, culturelle des différents pays, des différentes disciplines ne donne pas nécessairement la même réponse. Il y a des expériences faites dans certains pays qui sont intéressantes, on peut en parler. Le finding, le constat du rapport OCDE là-dessus, c'est que, vous l'avez en anglais parce que le livre est en anglais, pour l'instant, c'est que c'est encore un terrain, disons, essentiellement inexploré. Alors, la question est rendue d'autant plus complexe qu'il y a non seulement cette question de la définition du pourtour des entreprises ou des entrepreneurs, ça peut être des personnes physiques qui pourraient bénéficier de ces allègements, mais il y a aussi un autre problème qui rend la question encore plus complexe, c'est que comme on parle d'activités économiques, si on favorise certaines activités économiques par des dégrèvements fiscaux, évidemment on crée une inégalité de traitement face ou en faveur de ces entreprises-là, et évidemment qui va desservir les entreprises qui se livrent peut-être à exactement la même activité, mais qui payent leurs impôts. Donc cette inégalité de traitement, cette non-neutralité fiscale est problématique. Et c'est évidemment un autre sujet. C'est un autre sujet, mais enfin, c'est quand même une réalité et ça explique une résistance évidemment politique aussi face à ces faveurs et ça soulève un certain nombre de questions. Le rapport met en évidence, je crois, qu'il y a deux approches possibles.
celle qui est pratiquée en Suisse, qui consiste à dire on accepte des activités commerciales auxquelles se livre une entreprise, qui peut être une association, ça peut même être une fondation, pour autant que cette activité soit proportionnellement très limitée par rapport à l'ensemble de ses activités, hein, c'est-à-dire de ses revenus. Imaginez qu'une entreprise, qu'une association gère une activité économique qui génère 20% de ses revenus, le reste 80% provenant d'autres sources. En Suisse, on accepterait l'exonération fiscale parce que c'est 20 par rapport à 100%. Il y a d'autres pays où on dit non, on accepte indépendamment de son importance relative, pour autant que ce soit en prise directe avec l'activité, disons, altruiste, philanthropique. Par exemple, la gestion d'un hôtel, d'un restaurant dans lequel on offre des places de travail à des personnes en réinsertion sociale. C'est une autre approche. Et alors, ce qui ressort plutôt du rapport, c'est cette deuxième hypothèse est la meilleure. Il se justifie, une inégalité de traitement se justifie parce qu'on se justifie de traiter de façon différente des situations qui sont différentes. Donc le principe de l'égalité de traitement ici doit s'estomper. Voilà le problème principal de cette quatrième partie. Et maintenant, je repasse le témoin à Guédré qui va vous parler de cette recherche basée sur les données genevoises. Donc, je vais essayer de présenter vraiment brièvement nos recherches parce qu'autrement, on pourrait passer 1 heure, 2 heures. En trouvant ça vraiment très passionnant, en fait. Donc, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a regardé la situation dans les cantons de Genève. Pour la raison suivante. En fait, donc, comme je vais présenter plus tard, donc, juste pour commencer, déjà, on est vraiment dans la philanthropie comportementale ici parce que notre but principal est vraiment étudier le comportement des contribuables par rapport à l'incitation fiscale en faveur des dons philanthropiques en Suisse. Et du coup, pour voir vraiment, donc à Genève, est-ce que ça change quelque chose à voir cette déduction? Parce qu'à Genève, on a déduction, je présenterai ça plus tard, ou non. Henri a déjà mentionné, mais je répète juste un peu pour le rappel. Donc, la période de notre étude est 11 ans, de 2001 jusqu'à 2011, pour la raison, parce qu'au milieu de cette période, on avait une réforme fiscale qui était implémentée en Suisse. La population est 250 000 contribuables, ce qui est très intéressant, qu'on a reçu les données sur tous les contribuables. Donc, on ne fait pas d'échantillonnage, on étudie vraiment la situation pure, si j'ose dire. Et la source est déclaration fiscale, mais évidemment, on n'a pas reçu les déclarations fiscales en papier. L'administration fiscale a sélectionné un peu les données qu'elle voulait nous donner selon nos questions de recherche. Et évidemment, on est vraiment très, très reconnaissant à l'administration fiscale genevoise pour cette collaboration parce que c'est vraiment précieux pour la science. Donc, la source, vous voyez ici, c'est déjà dans le handbook. Maintenant, juste un rappel, on est parti des recherches existantes qui dit que la sensibilité des donateurs aux incitations fiscales est hétérogène. Ce que ça veut dire, c'est un peu logique, mais pas tous les contribuables réagissent de la même manière aux incitations fiscales, en gros. Vous voyez les auteurs français, mais il y a des auteurs allemands, américains, etc. Et il semble, donc c'est la recherche publiée jusqu'à maintenant qui disent que les donateurs sont plus sensibles aux incitations fiscales lorsqu'ils font des dons plus élevés, par exemple, donc leur revenu ou leur fortune est plus élevée. Et leurs donations sont dirigées vers des secteurs philanthropiques spécifiques. Par exemple, il y a une étude importante aux États-Unis qui a constaté que quand les donateurs donnent pour des causes religieuses, ils ne sont pas trop influencés par des incitations financières et fiscales. Donc, ça, c'est un peu la recherche des bases. Et maintenant, juste quelques mots sur le droit suisse pour qu'on puisse discuter de manière informée. Donc, la Suisse a un système d'imposition progressif du revenu. Au sein du canton de Genève, c'est même très progressif. Donc, les incitations fiscales en faveur des dons philanthropiques consistent en une déduction
du revenu imposable. Donc, c'est le revenu après toutes les déductions faites. Et sur ces revenus, on calcule le 20%. Donc, ce qui était très intéressant, qu'en 2006 et en 2010, nous avons eu des réformes, des lois fiscales. Donc, en 2006, nous avons eu un changement de la loi fédérale et en 2010, de la loi cantonale à Genève, qui a changé donc respectivement les seuils de déduction. Et si vous vous souvenez, donc nous avons les données de 2001 jusqu'à 2011 et vous voulez voir si le comportement un peu des contribuables, des donateurs change en raison de ça. Ça, c'est la situation, si vous voulez. Donc, juste pour comprendre mieux, droit fédéral changé en 2006, droit cantonal en 2010. Et en fait, d'abord, on était un peu embêtés, on se dit, ah, c'est pas le même moment, c'est plus difficile, mais en fait, c'est encore plus intéressant pour les raisons que je peux dire déjà, parce qu'on voit qu'en fait, les contribuables qui sont sensibles aux incitations fiscales, ils prennent toujours l'incitation la plus favorable. Donc, quand l'incitation ne permettait pas de déduire plus qu'à 5% en droit cantonal, personne n'allait au-delà des 5%. Donc, si vous voulez, le plafond de 20% qui était plus élevé au niveau fédéral était inutile. On n'a pas une seule personne qui déduisait à 10% ou à 20%, en fait. Donc, déjà ça, je suis désolée parce que c'est un peu vite, en fait, alors qu'on a pensé, voilà. Donc, nos questions de recherche, il y a une question, comme je dis, très générale. Donc, comment les incitations fiscales affectent le comportement des contribuables? Et les questions spécifiques, donc, avec lesquelles on a commencé à travailler, c'était donc, en gros, ces seuils de déduction fiscale, elles sont importants ou pas? Est-ce que les gens font attention? Et s'ils font attention à ça, comment cette sensibilité est-elle liée à la fortune des contribuables, à leur revenu ou à la taille de don? Et est-ce qu'on peut constater une influence quelconque de la réforme fiscale? Donc, voilà, les constatations sont les suivantes. La plupart des donateurs ne sont pas du tout sensibles au seuil de déduction. À peu près 80 ou 70% de tous les donateurs dont peut-être moins de 2 ou moins de 1% de leur revenu imposable. Donc, en fait, ce seuil est complètement, si vous voulez, suffisant. Ça aurait pu être suffisant à 5%. Mais nous avons identifié un sous-groupe de donateurs et elles sont, pardon, en fait, j'ai consulté ma collègue, pardon, aussi, une chose, je n'ai pas présenté, cette recherche est menée aussi en collaboration, en co-auteur avec la mathématicienne et statisticienne qui fait aussi statistique appliquée, Martha Pitavino, qui est maître d'enseignement des recherches à l'Université de Genève, donc elle est vraiment co-auteur sur toutes nos contributions parce qu'elle fait vraiment le travail dur des calculs statistiques et analyse statistique et mathématiques. Donc, du coup, j'ai consulté ma collègue, elle a dit que plutôt c'est entre 5 et 8% des donateurs qui sont très, très sensibles au seuil de déduction, en fait. Et c'était très intéressant parce qu'on a identifié certaines caractéristiques principales qui sont très homogènes dans ces groupes. Ils ont tous autour de 65 ans. On ne sait pas pourquoi, mais un des facteurs, par exemple, c'est l'âge de retraite en Suisse, 65 ans. Ils ont tous célibataires. On ne sait pas s'ils ont des enfants, mais en tout cas, ils ne sont pas mariés. Ils ne font pas la déclaration fiscale conjointe. Ils sont des donateurs réguliers. Une très grande, en fait, bénéfice de nos données, qui est les donateurs sont identifiés. On peut faire une analyse longitudinale. Certains de ces donateurs donnent pendant toute la période, en fait, pendant 11 ans, les donations. Donc, c'est vraiment un sous-groupe de donateurs très important pour la politique fiscale parce qu'ils sont réguliers, en fait. Et leur fortune est plus élevée que la moyenne des donateurs. Le revenu est moins important, mais ça, il faudrait faire attention parce qu'on a les revenus nets après la déduction philanthropique. Et il est possible qu'il y ait une petite planification fiscale là-bas qu'ils déduisent justement pour réduire le revenu imposable. Et ils font des donations beaucoup plus élevées que la moyenne et la médiane des donateurs. Et très, très important, en fait, on a calculé ce sous-groupe de donateurs entre 30 et 54% de toutes les donations à Genève. Donc, c'est 5-8% des donateurs, pour certaines années, sont responsables de moitié des donations à Genève.
Donc, en gros, ce segment, si vous voulez, est très important pour la politique fiscale. On pourrait peut-être penser que si on augmente le seuil de déduction, peut-être qu'ils vont augmenter aussi leur donation parce qu'ils se calent vraiment de manière extrêmement précise, en fait, à ce seuil. Et ça, c'est un autre finding, si vous voulez, parce qu'on a commencé à faire la régression quintile des donateurs par rapport à leurs revenus et leurs fortunes, juste pour voir par le groupe de fortune et revenus quels sont les comportements. Et on voit que la générosité des donateurs individuels décroît. Peut-être effectivement, on a discuté avec Henri hier, en valeur absolue, ce n'est pas la définition plus précise, mais les tendances que la générosité décroît avec l'augmentation de leurs revenus. Donc, si vous voulez, la couleur qui est un peu rose, qui est toute... là, on a des donateurs qui ont un revenu de plusieurs centaines de millions de francs suisses et parfois, voilà, ils déduisent comme vraiment dans les moyennes. Mais il y a beaucoup plus de donateurs comme ça. Et c'est ça qui fait que c'est un sous-groupe aussi très important pour la politique fiscale. Voilà, ça c'était un aperçu. Si vous avez des questions, moi je discuterai volontiers, mais notre temps est limité. Donc merci encore beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Il y a énormément de choses à dire, mais peut-être d'abord, un rebond sur le début de la présentation qui soulignait l'intérêt d'avoir des données et d'étudier les choses empiriquement, et puis la présentation que vous avez faite qui est, d'un point de vue français, un rêve, parce que la fermeture de l'accès aux données fiscales empêche de faire ce travail d'objectivation avant d'interpréter. On pourrait dire, vous avez présenté les choses en présentant d'abord les questions de valeur, les questions princeps, avant l'objectivation qui vient dans un second temps, même si c'est dans le même livre. Mais ce qu'on voit, c'est que l'accès aux données rend possible un travail d'une qualité qui est vraiment tout à fait exceptionnelle et dont je pense qu'on sera très heureux de suivre les développements. Alors, il y a énormément de choses qui ont été dites. D'abord, je pense qu'il faut vraiment saluer l'effort de cumulativité et puis, encore une fois, d'objectivation, les deux ayant été liés dans votre présentation. Il y a juste, et donc je pense que du point de vue français, on peut souhaiter que l'implication de l'OCDE dans votre démarche conduise à renforcer les efforts qui sont faits pour permettre, et notamment inciter l'administration fiscale à ouvrir un petit peu plus largement l'accès aux données pour que, voilà, tout simplement, il soit possible de travailler, peut-être pas avec la même exhaustivité, mais en tout cas avec des sous-échantillons sur les grands donateurs. Ça serait un progrès qui permettrait de discuter pour ou contre, mais au moins à partir d'une base empirique totalement indiscutable comme ce que vous présentez là. Et ça, c'est quand même un apport majeur. Il y a juste 2-3 questions. Voilà, évidemment, il y a une dimension de débat qui est donc, c'est peut-être un peu les questions qui peuvent fâcher, en tout cas jouer le rôle de contradicteur sur 2 points. Une question pour Henry et puis une autre pour Guillermo sur 2 choses que vous avez dites. Peut-être c'est Henry qui les a dit. Bon, peu importe. Il y a un premier point qui a été évoqué, c'est de dire il y a dans ces relations entre fiscalité et philanthropie des exemples extrêmes. On va le dire, vous avez évoqué le cas des États-Unis et la critique de Bob Reich sur le fait que finalement certaines fondations en venaient, par leur taille, par leurs ressources, à influencer l'action publique, l'action de l'État, les politiques publiques. En disant, voilà, là, on est là, vous l'avez présenté comme ça, en disant, sauf si j'ai mal compris, là, on est vraiment dans des cas très spécifiques, par l'ampleur des ressources, par le type d'action qui est menée. Et en fait, on a l'impression que peut-être c'est une volonté tout à fait affichée, tout à fait explicite de nombre d'acteurs du secteur philanthropique que d'influencer l'action publique. Alors, en montrant que les choses marchent à petite échelle pour ensuite remonter vers la conception d'action publique, mais en tout cas, voilà, mon sentiment est que c'est peut-être pas si marginal que ça, que les fondations philanthropiques cherchent à influencer les manières de faire de l'action publique et qu'elles cherchent finalement à se faire reconnaître. Alors donc, est-ce que ça, c'est intéressant? Parce que peut-être à travers les cas que vous avez identifiés,
ça invite à reposer cette question aussi des relations. Est-ce que finalement on se situe bien dans un périmètre défini et relativement étroit à l'échelle de ce que peut être la dépense publique, ou est-ce que finalement il n'y a pas quand même une recherche un peu plus systématique d'influence sur la nature même des transferts qui peuvent être opérés? Non, commençons par dire que nous sommes à l'université, donc nous n'avons pas de parti pris politique ni intellectuel. Donc, je dis ça pour vous dire qu'il n'y a pas de mauvaise question, une question embarrassante. C'est important. Je dirais même, au contraire, il y a trop souvent des partis pris ou des questions perçues comme embarrassantes. Et c'est précisément ce à quoi nous souhaitons échapper. Et je dois dire, de ce point de vue-là, le travail que vient de vous présenter Guy Edray est remarquable parce que voilà, c'est complètement objectif. Alors, cela étant dit, il faut se poser ces questions sans a priori parce que il faut comprendre, c'est compliqué. Et c'est seulement si on le fait et qu'on peut expliquer, répondre à la question que vous posez, qu'on devient crédible. Face à un sujet qui est quand même absolument essentiel, parce qu'aujourd'hui, on voit bien les limites de ce que peuvent faire les États. Encore une fois, sur le plan global, on l'a vu, sur le plan de l'immédiateté, parce que parfois, il y a une machine étatique qui est lourde, qui ne permet pas des interventions immédiates, le secteur privé peut le faire, ne permet pas de prendre des risques que le secteur privé peut peut-être faire, et j'en passe. Bon. Mais je n'ai pas encore répondu à votre question. Je pense que, mais ça c'est une opinion, ce qu'on constate, c'est qu'on ne peut pas partir de l'idée que toute initiative philanthropique est motivée par une volonté d'influencer, que ce soit politiquement, que ce soit culturellement, que ce soit sur le plan religieux, disons, ce que devrait être une neutralité n'est-ce pas, de l'action publique. Déjà, neutralité de l'action publique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bref, non, mais on s'est compris. Je crois qu'on peut éliminer cette idée que c'est toujours motivé par ça. On peut parler peut-être de pourcentage, n'est-ce pas, et d'intensité. Et ça, c'est intéressant. Il est indiscutable qu'un certain nombre d'initiatives, on peut parler de fondations, mais il n'y a pas que des fondations, aux États-Unis, où comme toujours, on est souvent dans les extrêmes, quantitativement, dans ce qu'on peut, politiquement, etc. On peut aujourd'hui, et d'ailleurs Zuckerberg a structuré des initiatives philanthropiques sous forme d'une LSC, c'est une société, c'est des sociétés, ce ne sont pas des associations ni des fondations, ce sont des sociétés. Donc voilà, là, on a vraiment des cas. Et puis, vous savez aussi qu'aux États-Unis, il y a des fondations qui ont pour but d'influencer l'action politique. Ça, c'est clair. Et il n'y a pas que les États-Unis, je pense qu'il y a d'autres pays où ça se passe aussi. Donc, pas toujours, parfois, souvent, il n'y a pas d'étude qui le dit clairement à notre connaissance sur le plan quantitatif. Et peut-être qu'il y a toujours cette dimension qualitative qui est encore un peu plus compliquée. Alors en Suisse, il y a un des papiers qui est dans le bouquin qui est intéressant parce que ce sont des chercheurs, ce sont des sociologues qui ont essayé de comprendre en interrogeant les membres de notre Parlement, pour essayer de comprendre quelle était leur perception de ces sujets et par conséquent leur positionnement par rapport aux lois suisses qui favorisent ou favorisent pas. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a un champ de recherche fascinant. Sortons des partis pris, essayons d'avoir des données, c'est difficile. Mais et dans notre bouquin, là, vous avez des papiers qui sont très pour, qui démontent. Mais même Gates, qui passe quand même comme étant un citoyen un peu plus fréquentable que Zuckerberg de ce point de vue-là. Gates, on peut le critiquer parce que ses actions, pas seulement aux États-Unis, mais en Afrique, ont influencé complètement des politiques étatiques. Donc, il y a beaucoup à dire. Mais c'est pas, enfin, en fait, c'était ni positif ni négatif. C'est juste un constat de dire que ça serait intéressant de savoir qui se donne comme objectif et comment et sous quelle forme. Et par ailleurs, je rejoins complètement l'idée que le type de travail que vous avez présenté, encore une fois, je pense que si on pouvait le faire en France aujourd'hui, ça permettrait de refroidir beaucoup de débats et de leur donner une assise empirique voilà, tout à fait indiscutable. D'autant plus que vous avez accès à des données individuelles et donc qui permettent de faire anonymisées. Hein. Oui, évidemment. Bien sûr. On a les paramètres, par exemple l'âge, marié, pas marié, âge,
porte dans la durée, mais évidemment anonymisé. Bien sûr. On n'a pas le genre aussi. Ça serait intéressant à voir, mais on n'a pas, parce que, évidemment, l'échantillon, surtout qui concerne les contribuables très fortunés, c'était pour. Et je pense qu'il y a peut-être un momentum, parce que quand on l'a vu dans le cadre du projet avec l'OCDE, on n'est pas arrivé à 40 pays immédiatement. Il y a un effet boule de neige où certains pays, pas forcément au départ des pays clés, mais il a suffi que certains pays partagent leurs données pour que l'OCDE puisse informer les autres pays. Donc, si le petit canton de Genève peut servir à la France, à des pays comme la France, à peut-être, et le fait qu'on soit un centre académique, je crois que c'est vraiment le rôle de la recherche, parce que ça n'aurait pas été du tout envisageable si on était une entité privée. Absolument. Je vais me tourner vers la salle pour savoir s'il y a des questions qui sont arrivées dans le chat ou des personnes qui souhaitent s'exprimer. Moi, j'avais une autre question sur la question des relations, sur la dimension transfrontalière de la philanthropie, parce que vous l'avez évoqué, il y a des réticences à autoriser, à octroyer ces possibilités de bénéficier de déductions dès lors qu'on agit au-delà des frontières. Et il y a un argument que vous avez évoqué, c'est-à-dire est-ce que budgétairement les États vont s'y retrouver? Ça, c'est l'argument finalement majeur. Et vous avez souligné évidemment cette inadéquation entre l'échelle à laquelle on rencontre des défis, la crise sanitaire n'en étant qu'un, la crise économique en étant un autre, qui s'affranchit évidemment totalement des frontières. Et donc, on pourrait, voilà, c'est un argument qui va dans le sens du développement de cette philanthropie transfrontalière. Quand on pose la question à des acteurs publics, bien souvent renvoyer un autre argument. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré, si vous l'avez évoqué, et si l'OCDE en tient compte. Alors, vous n'êtes pas les porte-parole de l'OCDE, bien sûr, vous avez pu discuter avec eux d'un ensemble de questions. C'est qu'évidemment, les virus circulent et aussi tout un ensemble d'éléments de nos sociétés, mais également un certain nombre de sources de financement d'organisations peuvent passer par ce type de canaux. Et donc un argument qui est très souvent invoqué, c'est la lutte contre le financement du terrorisme dans le fait de veiller à contrôler de manière extrêmement étroite les canaux de financement associatifs ou philanthropiques. Donc, en France, cette question budgétaire, peut-être la première qu'on met dans la discussion, est très très largement, implicitement ou explicitement, on va dire, surdéterminée par des considérations de sécurité intérieure dont on peut discuter de la probabilité effective d'une telle utilisation. Mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que vous avez rencontré? Oui, c'est dans le rapport de l'OCDE, mais c'est un mélange des genres. Là, il y a la question, l'argument de l'efficience fiscale dans l'intérêt de l'État qui renonce à une partie de ses ressources, on l'a déjà évoqué. Ça milite contre une facilitation de la philanthropie transfrontalière, c'est clair. L'autre argument qui est complètement distinct, c'est celui de l'utilisation à l'étranger dans des contextes qui sont parfois beaucoup plus opaques, beaucoup plus difficiles à contrôler, de ceux qui bénéficient d'exemptions fiscales, n'est-ce pas? Alors ça, c'est très clairement évoqué, c'est dans le rapport, parlons d'abus, c'est manifeste. Alors, est-ce que le premier argument justifie qu'on s'oppose, c'est un peu la vision française, peut-être en partie, à une générosité, disons, transfrontalière? Ça dépend là aussi de la vision qu'on a du monde et de sa responsabilité. La Suisse est un pays relativement généreux sur le plan international et de l'entraide, donc on comprend que le calcul purement disons, égoïste d'un système nationaliste doit trouver ses limites. La question, en revanche, de l'utilisation, là, on est assez frileux parce qu'on est conscient du problème. Et alors, simplement, il faut savoir que sur le plan international, s'est mis en place un système qui s'appelle Transnational Giving, qui est en fait un réseau qui permet d'avoir des correspondants dans un certain nombre d'États et qui permet d'autoriser une donation de la Suisse vers même la France, à condition que le garant local en France assure
que l'utilisation sera bien conforme au but. Voilà. Et en France, il se trouve que c'est la Fondation de France qui est le garant. Il y a ça en Italie, il y a ça, la Fondation du Roi Baudouin en Belgique, etc. Mais évidemment, plus on s'éloigne de nos contrées, plus ça devient, disons, difficile. Peut-être juste pour compléter, Henri, moi, je travaille à l'administration fiscale et effectivement, je comprends tout à fait l'argument. À la limite, si on envoie l'argent en France, on pourrait peut-être vérifier si la donation part vers l'Indonésie, c'est un peu plus difficile. Peut-être il faudrait songer, une fois faire quelque chose comme un système de certification. C'est que le Transnational Giving Europe font un tout petit peu déjà. Mais quelque chose même plus officiel, plus global, ça pourrait être une solution pratique parce que finalement, le problème est pratique. Okay. Merci beaucoup. Là, il y a deux questions. Maya Spanou de la Fondation de France et Francis Charon. Je vous propose de les prendre les deux en même temps et puis après d'y répondre. Maya? Oui, tout à fait, je commence. Vous m'entendez? Très bien. Parfait. Bon, merci beaucoup pour cette présentation vraiment très, très, très intéressante. Donc, je me questionnais justement sur l'aspect européen. En effet, vous avez mentionné Transnational Giving Europe. Je voulais vous parler d'ailleurs d'une autre initiative de laquelle nous faisons partie et vous demander aussi en général alors je n'ai pas encore lu le handbook, mais justement quel est le positionnement des chercheurs avec lesquels vous avez parlé sur ce qui est en train de se passer au niveau européen, sur les perspectives et les limites possibles de faciliter justement la générosité transfrontalière. Pourquoi, encore une fois? Parce que donc, la Fondation de France, avec d'autres partenaires, a participé à développer un Manifesto of European Philanthropy. Donc ça, c'est au-delà de Transnational Giving Europe. Et c'est une initiative que nous avons mis en place il y a 2 ans. Donc on a un manifesto qui est porté par Daphné et l'IFC, et donc tout particulièrement par Philanthropy Advocacy, qui est groupe de lobbying, ce pressure group au niveau de l'Union européenne pour faire passer un message fort justement sur ce qu'est la philanthropie européenne. Et entre autres, donc parmi les différents points, il y a 4 disons, idées clés. Une, c'est reconnaître le rôle central de la philanthropie pour l'intérêt général au niveau européen. 2, c'est faciliter et promouvoir justement la philanthropie au-delà des frontières nationales et à travers toute l'Union européenne. Et là, en particulier, il s'agit de faciliter les flux de capitaux, en tout cas de parler, de pousser pour une facilitation des flux de capitaux pour le secteur en Europe et le secteur au sens large, encore une fois. Et aussi de garantir une application peut-être un peu plus significative du principe, si vous voulez, de non-discrimination pour, en tout cas, l'idée est portée d'éliminer les barrières administratives, faciliter fiscalement la philanthropie transfrontalière, les dons, l'acquisition des libéralités, la possibilité d'établir des branches dans d'autres pays. Voilà, ça, ce sont les deux points clés. On a aussi dans le manifesto d'autres aspects, c'est donc permettre l'essor d'une philanthropie européenne en la protégeant. Et ensuite, on demande aussi un investissement ensemble pour une Europe plus juste et plus solidaire. Ce sont les éléments clés. Maintenant, c'est intéressant pour moi de vous poser la question parce que d'une part, c'est quelque chose que nous portons depuis 2 ans et maintenant, nous sommes en train de peut-être le porter un peu plus parce qu'il y a un intérêt aussi au sein du Parlement européen. Il y a eu des échos. On pousse pour avoir peut-être un document unique sur un statut de fondation européen. Mais voilà, finalement, si je me permets d'intervenir, c'est aussi pour avoir votre retour en tant qu'expert, en tant que chercheur, chercheuse sur le sujet et prendre un peu la température de quel est le positionnement de la recherche sur le sujet. Donc, est-ce qu'on est idéaliste à penser que cela est possible ou est-ce que vous avez eu des impressions en particulier? Voilà. Donc, je m'arrête ici, mais je serais très curieuse d'avoir votre avis. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, pour commencer, tous les chercheurs qui ont participé à ce projet, ils ont d'avis de manière vraiment très claire qu'il faudrait faciliter la philanthropie transfrontalière pour des raisons qu'on a déjà mentionnées. Maintenant, comment le faire? C'est ça le problème. Et concrètement, sur les projets européens,
ça nous fait plaisir d'entendre qu'il y a de nouveau les efforts pour un peu mettre en place parce que cet effort a été fait il y a quelques années et malheureusement il n'a pas eu de suivi. Donc, espérons qu'il se passe quelque chose parce que aussi, personnellement, et en discutant avec mes collègues aussi dans le Philanthropy Advocacy IFC, par exemple Anna Surmat, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de travail à faire au niveau national. En fait, nous avons mentionné cette jurisprudence de la Cour de justice européenne qui, en théorie, dit qu'il faudrait vraiment, il ne devrait pas avoir d'obstacles, au moins au niveau de l'Union européenne pour le don philanthropique. Mais il y a certains pays qui disent, même dans leur législation respective, qu'on ne peut pas, par exemple, bénéficier de même incitation fiscale si le don vient de France en Espagne. Je prends juste un exemple comme ça. Donc voilà, malheureusement, il y a beaucoup de travail encore des lobbying, des advocacy, effectivement, auprès des pays membres à faire, mais on est optimiste. On voit qu'il y a de plus en plus de dialogue sur cette question, donc espérons. Oui, alors simplement, on ne parle que de l'Union. Pour le moment, ouais. Oui, mais ça devrait être un non-problème dans l'Union européenne. Et en fait, ça l'est déjà pour toutes sortes de raisons qui sont un peu quand même curieuses. D'autant plus que la Cour européenne, la Cour de justice s'est déjà prononcée. Alors imaginez si on élargit le périmètre à des pays qui en fait en ont plus besoin, parce qu'en réalité, les besoins sont en Afrique, sont ailleurs, en Amérique latine, en Asie, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Mais les efforts sont louables, c'est effectivement souhaité par tous, c'est recommandé par le rapport de l'OCDE qui ne concerne pas seulement, vous l'avez bien compris, les pays européens. La solution n'est pas très simple à trouver. Merci, c'est juste très intéressant justement parce qu'on est en train à nouveau de se refocaliser sur l'aspect européen et pas sur celui national nécessairement. C'est intéressant justement d'avoir le point de vue que finalement il y a beaucoup de lobbying à faire au niveau national avant de se redéplacer. Mentionner ce que tu as fait à niveau. Voilà, donc il y avait le rapport OCDE, mais et quelques mois après, il y avait justement Philanthropy Advocacy et on sortit un rapport comparatif aussi qui était basé sur un questionnaire, mais un peu différent. Et de ce questionnaire, justement, tous ces problèmes qui sont ressortis, en fait, que certains pays ne permettent tout simplement pas de déduire ou bénéficier des incitations fiscales alors qu'on est au sein de l'Union européenne et tout ça. Donc, c'était effectivement fait par Philanthropy Advocacy vraiment récemment. Et c'est aussi une autre source très, très intéressante pour comparer les pratiques, si vous voulez voir où sont les problèmes aussi, malheureusement. Merci. Je donne la parole à Francis Charon. Francis. Oui, bonjour. Tu m'entends? Je me vois pas parce que c'est bloqué, je sais pas, mais on t'entend. Vous m'entendez? Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ok. Trois choses. Une question, je vais commencer par la question, puis deux remarques ou à l'envers. La question, c'est quand on fait des sondages, quand on fait des recherches, des sondages, on sait que par nature, les gens répondent de façon le plus positive possible pour se donner une bonne image d'eux-mêmes. Et donc, on comprend très bien que beaucoup répondent que ça ne les intéresse pas beaucoup, la déduction fiscale. Mais à contrario, une fois avoir déclaré ça, on n'a pas d'études si, par exemple, dans un cluster, on disait on enlève la déduction fiscale pendant 1 an et on voit bien ce qui se passe. Donc, je trouve que là, il y a toujours un petit biais déclaratif qui pose un petit problème. Sur le transnational giving qu'on avait mis en place, je suis l'ancien directeur de la Fondation de France, donc c'est moi qui avais mis en place ça avec mes collègues. En Europe, on a essayé de faire un statut européen. J'ai travaillé 15 ans dessus avec Anna, dont vous parlez. Ça a été bloqué parce qu'en fait, la question du type d'organisation de fondation en Europe, ce n'est pas les mêmes fondations dans toute l'Europe. Donc, ils ont en Hollande, les fondations, c'est presque des entreprises. Donc, la question de la fiscalité se pose beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'homogénéité. Donc, ça, c'est une… D'autre part, quand on aborde la question de la fiscalité, de façon brute, comme vous le faites, là, de normal, hein, puisque vous faites de la recherche,
Elle ne pourra, je pense, avancer que si on fait en même temps avancer l'intérêt social qu'a l'utilisation des dons, c'est-à-dire de montrer que la philanthropie a une utilité dans la société pour un peu apaiser le débat dont on parle sur ces sujets. Et si on ne comprend pas quand Bercy, quand notre ministère des Finances change une déduction fiscale, ils le font que de façon budgétaire. Ils ne le font jamais de façon sociale, en voyant les conséquences, en voyant les effets que ça peut avoir sur tel et tel sujet. Enfin, sur les dons à l'étranger, moi je travaille beaucoup avec des ONG. Aujourd'hui, le système de circulation des fonds est totalement bloqué. Je vous rappelle qu'en France, il y a une instruction fiscale sur les dons à l'étranger qui limite énormément la possibilité de donner dans un autre pays que dans l'espace européen. Donc, c'est assez bloqué, antiterrorisme, anti-fraude, etc. Et aujourd'hui, c'est en train de bloquer beaucoup d'ONG parce qu'on n'a plus d'argent sur le terrain. On ne peut plus, les banques surcompensent les overreact pour se protéger de ce qui pourrait attendre des conséquences des Américains pour tel ou tel sujet. Donc, ils n'ont pas envie, la Société Générale n'a pas envie de fermer son bureau à New York et aux États-Unis, donc elle ne transfère pas des fonds pour les ONG en France et françaises qui pourraient. Voilà. Donc là, il y a comme vous le disiez très justement, il y a une pondération, il y a une balance entre les deux qui fait que la grande idée de Transnational Giving International me paraît aujourd'hui totalement impossible et c'est vrai qu'on peut le faire avec des pays en plus qui ont des vraies bonnes gouvernances, c'est-à-dire que le pays est capable de contrôler, de faire des procès, qu'il n'y a pas trop de corruption, etc., etc. Voilà, merci. Merci. Oui, vous avez dit beaucoup de choses, M. Charon. C'est vraiment intéressant compte tenu aussi de votre vaste et longue expérience. Mais peut-être sur le premier point, la question des sondages et le biais dont vous avez évoqué. Alors c'est très clair, et peut-être encore plus dans ce domaine-là, parce qu'il est toujours préférable de montrer qu'on est généreux, sensible, altruiste et tout ce qu'on veut. Mais nous n'avons pas fait de sondage. C'est important que vous sachiez que l'étude dont s'occupe Guy Edrey n'est pas basée sur des sondages. Nous n'avons parlé à aucun contribuable. Nous avons des déclarations fiscales qui sont ce qu'elles sont. Et là, franchement, c'est assez, on peut comprendre, la nature humaine étant ce qu'elle est, lorsqu'on remplit une déclaration fiscale, on n'a pas tendance à être généreux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je pense que les données sont tout à fait fiables. Le deuxième point intéressant, c'est le fait de cette question d'homogénéité. Et ça ressort clairement d'ailleurs du rapport avec l'OCDE, d'un certain nombre d'articles qui sont dans le bouquin. C'est vrai qu'il y a une conception différente selon les pays et selon les cultures. Donc il y a une hétérogénéité dans le fond du substrat dont on est en train de parler. Alors ça brouille un peu les données, pas celles dont je parlais il y a un instant, mais disons les analyses. C'est vrai, on a des articles qui nous parlent de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Il y en a un ou deux, c'est vraiment intéressant parce que là, il y a des articles critiques sur la politique étatique parce qu'on a l'impression qu'on favorise des entreprises qui sont en réalité pas très altruistes. Aux États-Unis, on sait, on l'a dit, en Europe, même au sein de l'Europe, c'est différent. Donc ça, c'est intéressant à faire. Il y a il y a un article qui concerne notamment les Pays-Bas, par un professeur Beckers, qui est un sociologue qui est très impliqué dans ces questions, qui étudie ces questions. Et puis, on a un article intéressant de français, de vos collègues français, Philippe Durand, Dominique Lemaître et puis Laurence Denerbeau qui était ici il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a voulu, la France est quand même un cas un tout petit peu particulier, tous les pays sont particuliers, mais la France peut-être encore un peu plus que d'autres, et donc ils ont rédigé un article qui se concentre sur, dans le fond, cette approche particulière. Alors j'ai retenu les 4 P, sauf erreur. Enfin, il y a un certain nombre de la doctrine des causes, de choses qui évoluent. C'est assez fascinant, mais qui met bien en évidence que la conception des entreprises qui peuvent bénéficier, dans le fond, de ces incitations est en évolution permanente et qui se heurte à une espèce de conception de l'État, du rôle de l'État, de la responsabilité
de l'entreprise, son rôle, et voilà. Donc c'est intéressant, et ça nous a beaucoup, ça nous a interpellés. Guédré, est-ce que sur d'autres points tu voulais intervenir? Non, je pense que tu as bien couvert tous les points. Juste, ce qui était intéressant de noter quand on a fait le statut européen, on avait travaillé pendant une quinzaine d'années presque. On avait écrit un statut, on l'avait fait. Au début, il y avait deux pays qui étaient pour et tous les autres contre. Et en fait, on a buté parce qu'à la fin, au vote final, il y a eu deux pays contre. C'était les Pays-Bas et l'Angleterre, parce qu'on voit bien que dans ces pays, le système est totalement différent. Et voilà. Et alors que on avait bien avancé sur un statut qui n'était vraiment pas très hardi. Hein. C'était juste un statut optionnel sur quelques normes et on n'avait pas traité de fiscalité. Je vais laisser. Merci beaucoup, Francis, pour ces remarques. Et merci à Maya pour avoir souligné cette européanisation des intérêts. Je vais laisser le mot de la fin à Henry pour conclure sur cette rencontre et les perspectives qui sont alors perspectives empiriques, perspectives de recherche très riches, les perspectives qui sont à l'horizon de cet immense travail que vous avez réalisé au cours des dernières années. Oui, c'est difficile de conclure parce qu'en fait, c'est plutôt un début. Les perspectives, voilà. C'est ça. Non, mais je crois qu'il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de champs de recherche possibles. Nous n'avons épuisé aucun des sujets. Je crois que nous avons ouvert des fenêtres vers des questions. Nous avons probablement mis en évidence, pas nous, mais disons l'ensemble des équipes qui ont travaillé là-dessus et de la communauté académique internationale qui s'est penchée sur l'intérêt d'étudier ces questions dans des perspectives qui relèvent de plusieurs disciplines, si possible ensemble. Les juristes qui travaillent avec des statisticiens, c'est rare. Les économistes qui s'intéressent et qui utilisent les neurosciences, c'est rare. Il y a des questions de valeur, etc. Donc ça, c'est vraiment une recommandation. Donc il y a une matière importante, le rôle et on le voit avec toutes ces initiatives d'entreprises, benefit corporations, hybrides, non-profit, entrepreneuriat social, et on voit parmi les jeunes combien cela suscite un intérêt. Le sujet de l'altruisme, parce qu'on parle de ça aujourd'hui, devient essentiel. Un grand nombre de problèmes ne sont pas résolus d'une manière générale, et il y a cette question, presque pas vraiment subsidiaire, mais importante, qui est celle de la fiscalité, qui n'est qu'un des aspects de ce plus grand sujet qui est encore inexploré, et peut-être qu'on ne l'a pas dit encore suffisamment, même les pays eux-mêmes ne savent pas encore exactement pourquoi ils font les choses. Ce qui suppose qu'ils se posent la question de savoir quelles sont leurs priorités, et souvent on n'a pas de réponse à cette question pourtant évidente, et peut-être que je terminerai en disant qu'à l'époque où les objectifs de développement durable sont clairement prioritaires et par ailleurs identifiés, ce dont nous avons parlé ce soir, et ça a été fait par certains pays, est une possibilité permettant aux pays de favoriser la poursuite de certains objectifs, peut-être au détriment de d'autres. Et si l'environnement aujourd'hui est prioritaire, on pourrait concevoir des facilitations fiscales pour favoriser ces initiatives-là, et peut-être pas toutes, parce que voilà, l'État ne peut pas se défaire, ou disons en faveur de tous les objectifs dont certains sont probablement plus prioritaires que d'autres. Un immense merci à vous trois, Laetitia, Guédré et Henry. Nous avons été très très heureux de cette rencontre, et on va attendre évidemment, on relaiera autant qu'on le peut en France la publication du handbook quand il sera paru. Et à toutes et à tous, je dis à très bientôt pour la prochaine rencontre de PSSP. Et merci beaucoup à Rémi Guilhem qui était à la manœuvre pour l'organisation parfaite de cette rencontre. Bonne soirée.